Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le volet mémoire et ce contentieux mémoriel que l'Algérie appelle à régler, les explosions nucléaires et l'utilisation d'armes chimiques par la France dans le sud de l'Algérie, qui commémore demain le 65e anniversaire de ce crime contre l'humanité que la France s'obstine à ne pas reconnaître et à indemniser les victimes algériennes au moment où beaucoup de vétérans français commencent à être indemnisés. L'entité sioniste menace de reprendre des combats intenses dans la bande de Gaza si les prisonniers n'étaient pas libérés d'ici samedi, après des avertissements du Hamas de reporter les libérations dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu auquel le Hamas affirme rester attaché. Néanmoins, accuse l'entité sioniste de faillir à ses engagements. Santé avec cette initiative médicale de l'association Awen Shifa qui a mobilisé une équipe de spécialistes en déplacement El Mrier pour assurer des consultations médicales et des interventions chirurgicales aux patients de la région. Enfin, sport avec la 4e étape du Tour d'Algérie cycliste 2025 qui mènera les 81 coureurs du peloton qui a pris le départ ce matin de Batna vers Biskra sur une distance de 156 km 300. Bienvenue à tous. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf, prend part à Addis Abeba aux travaux de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. L'ordre du jour de cette session, qui se tient en prévision du sommet de l'UA prévu les 15 et 16 février, comprend de nombreux dossiers et questions importantes liées à l'action africaine commune. Dans le volet mémoire, je vous le disais en titre, ce contentieux mémoriel que l'Algérie appelle à régler, les explosions nucléaires et l'utilisation d'armes chimiques par la France dans le sud de l'Algérie, qui commémore demain le 65e anniversaire du premier essai nucléaire à Ergen, un acte qui restera gravé à jamais dans l'histoire comme un crime contre l'humanité commis avec préméditation, engageant une responsabilité juridique pour un crime imprescriptible. Marine Damis. Il y a plus de 6 décennies, une explosion d'une puissance inédite bouleversa le Sahara algérien. Le 13 février 1960, la France procédait à son premier essai nucléaire à Ergen, baptisé Gerboise bleue. Cet événement marqua le début d'une série de 17 essais réalisés, laissant derrière eux un héritage radioactif dont les effets persistent encore aujourd'hui. La France justifiait ses essais en affirmant que le Sahara algérien était un territoire inhabité. Pourtant, cette région abritait des populations installées depuis des siècles. La révolution algérienne s'est étendue jusqu'au Sahara algérien et aux frontières maliennes et nigériennes, atteignant ce que l'on appelle le front sud. À cette époque, les lignes Chal et Maurice formaient une barrière, mais le front sud restait une porte d'entrée pour l'acheminement des armes. Ainsi, lorsque la France avait mené de violents combats contre la révolution algérienne dans la région de Timimoun, ses espoirs de séparer le nord du Sahara se sont envolés. Elle a découvert que cette région n'était pas un simple désert vide. Il y avait des fougaras, des oasis, une population et une faune diversifiée. Alors la France a voulu observer l'impact de ces essais nucléaires sur l'être humain, la végétation, les animaux, le sol et les ressources. Aksar Timadanine, situé non loin du site des essais nucléaires d'Ergen, les habitants ont subi de lourdes conséquences, encore visibles aujourd'hui. Exposés aux conséquences radioactives, beaucoup ont développé des maladies graves, notamment des cancers, et les générations suivantes, elles aussi, n'ont pas été épargnées. Comme vous voyez, mon frère est une victime des essais nucléaires. À l'époque, mon père s'était rendu dans cette région et avait ramené avec lui un objet à la maison. Mon frère est né handicapé, il a aujourd'hui 44 ans. Il souffre encore. Mon père, lui, est resté alité pendant 9 ans.
Ce jour-là, notre terre a tremblé. Aujourd'hui, Reggane et ses environs renaissent. Plusieurs programmes de développement ont été mis en place pour améliorer les conditions de vie et réparer les dégâts laissés par la colonisation française. La France qui prétend défendre les droits de l'homme ne dit pas la vérité. Il y avait des Fougaras, il y avait une population et une vie bien établie. Pourtant, elle a affirmé que cette région était une zone vide. Pour préserver la mémoire et rappeler les ravages des essais nucléaires, un musée a été créé à Reggane. Il retrace les crimes et les conséquences désastreuses laissées par un État qui se revendiquait, à tort, comme un modèle de civilisation. Gerboise Bleu était donc le premier essai nucléaire français dont les effets persistent sur l'environnement et l'être humain. La France n'a toujours pas reconnu les ravages causés par ces essais alors que les vétérans français irradiés, beaucoup ont obtenu le droit à une indemnisation. C'était l'euphorie, la bombe atomique. Vous vous rendez compte, on va faire exploser une bombe atomique. L'euphorie suscitée par Gerboise Bleu, le premier essai nucléaire français dans le Sahara algérien, était telle que plusieurs autres essais s'en sont suivis. En moins d'une année, pas moins de 4 essais nucléaires ont été effectués, rien qu'à Reggane. Il fallait absolument que, pour la grandeur de la France, on puisse réaliser les essais le plus vite possible, le mieux possible, avec la plus grande puissance possible. La grandeur de la France, quel qu'en soit le prix. En effet, si le sort des Algériens importait peu à la France coloniale qui jouait aux apprentis sorciers, celui des militaires français chargés de réaliser les essais l'était tout autant. Et j'ai vu, si vous voulez, qu'il y avait un nuage radioactif, certainement d'une très très forte radioactivité. Nous, on s'est trouvé par le vent, ça a été poussé dans notre direction, ou au poste où on était, et on a été irradiés. Irradiés, comme Lucien Parfait, jeune appelé à l'époque. On regarde les appelés, on était appelés, on n'était pas engagés, on était appelés. Mais nous, ceux qui sont morts de ça, de cancer et autres, depuis très longtemps, les copains que j'avais, ça, eux, ils sont jamais sur un monument, quoi. Ils sont jamais là. Tout comme les Algériens qui ont laissé leur vie après avoir contracté des cancers et bien d'autres maladies, sans compter les malformations congénitales et la stérilité. Aujourd'hui encore, les conséquences désastreuses de ce crime contre l'humanité se font ressentir. Les populations locales continuent d'en pâtir 65 ans après et la France s'obstine à ne pas reconnaître ces crimes et à indemniser les victimes algériennes. Elle a pourtant commencé à indemniser les vétérans français, faisant fi de la souffrance des Algériens. Les Marocains défilent encore une fois dans les rues pour réclamer justice et exiger des réformes profondes. Selon les observateurs, cette crise socio-économique dans laquelle est plongé le peuple marocain depuis des années est directement liée à l'incapacité du Makhzen à mettre en place des politiques efficaces pour répondre aux besoins des citoyens. Cette grogne sociale est une conséquence également de la corruption qui gangrène l'administration et verrouille l'économie. Yasmine Soudi. Au Maroc, la grogne sociale s'intensifie après une grève générale qui a paralysé l'économie du pays, déjà en chute libre. À Marrakech, des milliers de manifestants ont envahi les rues pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat, des salaires trop bas, la corruption qui gangrène le royaume et le pillage des deniers publics. Nos responsables et nos décideurs ne se soucient que de préserver leur mainmise sur le pays, d'accumuler des richesses et de servir leurs intérêts personnels. Redonner espoir aux Marocains et leur confiance en l'avenir passe par la lutte contre la corruption, la fraude, les privilèges indus et l'impunité, en jugeant les auteurs de détournement de fonds publics. Les Marocains ont scandé des slogans dénonçant l'injustice et réclamant des réformes profondes. Ils ont exigé que les corrompus soient jugés et que les lanceurs d'alerte soient protégés contre les représailles. Nous connaissons nos droits, nous avons le droit de décider de notre avenir, même s'ils veulent nous faire croire le contraire. Nous n'irons nulle part, c'est notre pays.
Notre présence est très importante aujourd'hui. Nous devons continuer à nous battre pour nos droits. Nous devons nous serrer les coudes. Les manifestants ont été encerclés par un important dispositif de sécurité, mais cela ne les a pas empêchés de continuer à avancer. Cette mobilisation traduit un profond mécontentement face à une situation socio-économique désastreuse causée par les politiques du Makhzen jugées défaillantes. À travers ces rassemblements, les Marocains expriment un rejet du système en place et réclament la dignité et la justice sociale. Et puis au Sahara occidental, le Maroc continue ses opérations d'arrestation arbitraire, des arrestations qui ciblent notamment les civils, les journalistes et les militants des droits de l'homme. Badia Marni. Face aux échecs successifs et aux désillusions essuyées de toutes parts, l'occupant marocain ne trouve d'autre moyen que les enlèvements et les arrestations arbitraires pour faire taire les voix des militants et défenseurs sahraouis des droits de l'homme. Des hommes et des femmes se sont sacrifiés pour la libération du Sahara occidental. Depuis Dakhla occupée s'élève la voix de la famille Rishi ainsi que celle de milliers d'autres familles sahraouis qui n'ont plus de nouvelles de leurs proches. Lors de cette manifestation massive, elle exige des autorités d'occupation qu'elles communiquent sur le sort de Lahbib Rishi, porté disparu depuis plus de 3 ans. Notre fils a été kidnappé en février 2022. Nous saisissons cette tribune pour appeler la communauté internationale à intervenir en urgence afin de mettre un terme aux souffrances du peuple sahraoui dans les territoires occupés. L'occupant marocain poursuit ses assassinats, ses kidnappings et l'emprisonnement des militants sahraouis. La dernière affaire en date reste entre autres celle de Hassan El-Wali et Fettah Ahmed Zine et de centaines d'autres avant eux. Le soutien et la solidarité internationale envers la cause sahraoui ne cessent de croître. Les défenseurs des droits de l'homme aux 4 coins du globe œuvrent à démasquer les pratiques de l'occupant marocain, lequel met tout en œuvre pour dissimuler ses crimes commis dans les territoires occupés. Notre association est solidaire avec les Sahraouis. Nous réalisons des projets humanitaires à leur profit. Nous appelons à la libération des territoires occupés. Les organisations de défense des droits humains à travers le monde ne cessent de dénoncer les crimes d'enlèvement et de disparition forcée perpétrés par l'occupant marocain et appellent à la communauté internationale à mettre un terme à l'impunité dont il bénéficie depuis plus de 5 décennies. En vigueur depuis le 19 janvier dernier pour 6 semaines, le cessez-le-feu s'est fragilisé ces derniers jours à Gaza et les négociations sur la deuxième phase de l'accord n'ont toujours pas commencé. En cause, les violations de l'entité sioniste de la trêve. Au moins, 92 Palestiniens sont tombés en martyrs et 822 autres ont été blessés par l'armée de l'entité sioniste depuis le début du cessez-le-feu à Gaza. Les secouristes palestiniens ont par ailleurs récupéré 641 corps dont 197 n'ont pas été identifiés. Amel Borba. Assassinats de civils, incursions terrestres et aériennes répétées, passage à tabac et humiliation de prisonniers palestiniens lors de leur libération, déportation de certains d'entre eux et blocage des aides humanitaires. Les violations sionistes du cessez-le-feu à Gaza se sont multipliées, témoignant de l'ignominie de l'entité génocidaire qui s'acharne à faire capoter le cessez-le-feu. En vigueur depuis le 19 janvier, pour 6 semaines, ce cessez-le-feu s'est fragilisé ces derniers jours et les négociations sur la deuxième phase de l'accord n'ont toujours pas commencé. Si le mouvement de résistance palestinienne a respecté jusque-là ses engagements dans le cadre de cet accord, ce n'est pas le cas de l'entité sioniste qui a tué au moins 92 Palestiniens et fait 822 blessés depuis le début du cessez-le-feu. Misant sur une stratégie sioniste sur fond de mensonges, l'occupation compte sur le soutien inconditionnel des États-Unis, qui promettent l'enfer à Hamas s'ils ne relâchaient pas tous les prisonniers avant samedi à 12h. Ce qui est contraire au terme de l'accord. L'occupant sioniste a menacé ce mardi de rompre le cessez-le-feu et de reprendre des combats intenses, après avoir mobilisé des troupes autour de l'enclave palestinienne, détruite depuis plus de 16 mois
par des bombardements intenses. Cette situation intervient au moment où le locataire de la Maison Blanche a ajouté de l'huile sur le feu en appelant à vider Gaza de ses habitants pour mettre ce territoire sous contrôle américain. Un projet qui a soulevé un véritable tollé international, considéré comme une déclaration de guerre visant à déraciner le peuple palestinien et à le pousser hors de ses frontières. En attendant, l'entité sioniste continue son expansion. Elle vient de jeter les bases d'une nouvelle colonie à Beit Lahm et émet des décisions pour saisir des terres palestiniennes dans une expansion coloniale sans précédent en Cisjordanie occupée. Retour en Algérie et dans une initiative médicale louable, une équipe de médecins spécialistes algériens supervisée par l'association Awen El-Shifa s'est déplacée de l'étranger vers la ville d'Al Mrayar pour assurer des consultations médicales et des interventions chirurgicales, offrant ainsi une meilleure prise en charge aux patients de la région Amira Sfta. Des médecins algériens établis à l'étranger au chevet des malades. Dans cet hôpital de Mrayar, nous rencontrons cette équipe de médecins spécialistes qui prennent en charge les patients de tout âge. Après les consultations, les médecins programment les cas les plus urgents pour les interventions chirurgicales. C'est un grand plaisir de venir participer et de voir ces patients, de les aider. Donc on essaye de les examiner, de demander des bilans complémentaires. Et de les programmer soit lors de cette mission, soit secondairement dès que les bilans sont réalisés, et aussi il faut aussi qu'ils soient vus examinés par l'anesthésiste pour avoir son accord. Nous avons environ 17 médecins présents et engagés dans leur mission, couvrant toutes les unités de santé de la wilaya. Composé entre autres de chirurgiens orthopédiques, de pédiatres, de néphrologues ou encore de rhumatologues, cette équipe a réalisé des interventions chirurgicales complexes grâce au concours d'une association médicale locale, Awen El-Shifa. J'étais dans une errance médicale totale. Après plusieurs thérapies, mon fils est toujours malade. Je remercie cette association pour cette opportunité. Le but est d'effectuer des consultations et réaliser des interventions chirurgicales complexes qui auparavant n'étaient pas pratiquées ici. Les patients devaient se déplacer jusqu'à la capitale et parfois même à l'étranger. Cela démontre que l'Algérie dispose de compétences et de ressources humaines qualifiées. Une initiative qui a eu un impact positif sur les habitants d'El Mrayar, car elle apporte une réelle valeur ajoutée au secteur de la santé en améliorant la prise en charge des patients dans plusieurs spécialités médicales. Sport avec la 4e étape du Tour d'Algérie cycliste 2025 qui mènera les 81 coureurs du peloton qui a pris le départ ce matin de Betna vers Biskra sur une distance de 156 km 300 où le vent risque de créer des bordures et faire beaucoup de dégâts au classement général. Et puis hier, l'Algérien Hamza Yassine a remporté la 3e étape courue entre Sétif et Betna sur une distance de 130 km 600, conservant ainsi le maillot jaune de leader, l'Algérien de 27 ans, et à sa 3e victoire d'étape. C'est Ahmed Bouraïb. Les étapes et les wilayas s'enchaînent, mais le vainqueur est toujours le même. Hamza Yassine pour la 3e fois consécutive et maillot jaune. Aujourd'hui, je sentais que j'étais très bien. Je remercie toute l'équipe de Madar pour ce merveilleux travail. Le peloton prend la direction de Betna avec la victoire en ligne de mire. Après 40 km, de petits groupes se forment. Hamza Yassine est lâché. L'occasion est belle pour le groupe de tête afin de s'emparer de son maillot. L'ambiance créée par le Tour est visible partout où la caravane passe. Le peloton finit par se regrouper. Hamza Yassine passe le sprint intermédiaire en premier. À 200 mètres de l'arrivée, le maillot jaune lance son sprint et franchit la ligne d'arrivée en premier en 2h53 minutes et 32 secondes. En plus de la victoire, il garde le maillot jaune et le maillot vert. Les maillots blancs et à pois sont toujours, quant à eux, en possession des Érythréens. Et
c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.